Je suis évidemment un passionné d'éducation et donc en fait on avait commencé par organiser un meet-up dans un incubateur il y a quelques mois et ça avait bien marché. On l'a fait une deuxième fois sur une après-midi et aujourd'hui c'est la troisième édition toute la journée. Et donc le but en fait de cette conférence c'est de présenter en fait toutes les innovations du monde de l'éducation, de l'impact du numérique dans l'éducation, de réunir les entrepreneurs, les professionnels de l'enseignement supérieur, les profs, pour échanger, pour que tout le monde discute et partage un peu sa vision. C'est un secteur qui est en pleine ébullition, je pense que je vous apprends rien. Et donc voilà, je suis ravi que vous soyez là, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Marie-Caroline qui va vous dire deux mots. Deux petits mots très rapides pour me présenter. Bonjour à tous. Merci à Antoine de m'avoir proposé d'être là ce matin. Je suis journaliste spécialisée en éducation depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je suis passée par l'AEF, que certains connaissent pas mal. Et je suis aujourd'hui rédactrice en chef adjointe à l'Express.fr. Donc la matinée d'aujourd'hui rencontre deux de mes problématiques très fortes, l'éducation évidemment, et le digital, le numérique, puisque je supervise un site web aujourd'hui. Je vais, sans être trop longue, laisser la parole à Jean-François Fiorina, qui est directeur adjoint de Grenoble École de Management, et qui va réfléchir avec nous sur ce que pourrait être l'école du futur. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Alors je vous préviens à l'avance, j'ai quelques problèmes de souffle. Donc si d'un seul coup vous avez l'image mais pas le son, ne vous inquiétez pas. Je m'assois, je reprends mon souffle et je repars. Alors rapidement, pour me présenter, je suis le directeur adjoint de Grenoble École de Management, donc qui est une école de management qui compte un peu plus de 8000 étudiants répartis en 50 programmes de formation et très orientés sur le management technologique, l'innovation et la géopolitique. Alors, si vous voulez en savoir plus, je tiens un blog sur EducPro sur tout ce qui est innovation pédagogique et ce concept d'école donc du futur. Et puis, je vous l'ai dit, je suis également un passionné de géopolitique. Et donc, j'ai dit des notes clés. Alors, je l'ai mis parce qu'il y a forcément un lien avec l'école du futur. Vous le verrez parce qu'il y a de plus en plus un besoin d'analyse critique et de compréhension un petit peu du monde dans lequel on vit. Et puis, bien évidemment, à la fois pour communiquer avec mes étudiants et puis pour tester un petit peu tout ce qui se passe, je suis présent, entre autres, sur tous ces réseaux sociaux. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette école du futur. J'ai rédigé il y a un peu moins d'un an un livre blanc qui s'intitule donc Portrait de l'école du futur, avec la vision d'un certain nombre d'acteurs, à la fois du monde de l'éducation et également des entreprises, pour voir un petit peu ce que doit être cette école du futur. Alors, cette école du futur, très rapidement, vous le voyez, elle a plein de concepts avec plein de mots-clés, mais il y en a 4 qui sont particulièrement importants. C'est la notion d'individualisation, la notion d'autonomie, la notion de learning outcomes, qui va également avec la notion de compétences, c'est-à-dire à quoi sert un cours, qu'est-ce que je vais apprendre, quelles sont les compétences que je vais développer, donc comment par la suite. Une autre notion extrêmement importante, la notion de service, avec le numérique, où on voit que la plupart des cours sont entre guillemets gratuits. Les étudiants continueront à aller dans des établissements parce qu'à côté, il y a tout un ensemble de services ou un écosystème qui leur permet d'aller encore plus loin dans leur apprentissage, d'être aidés, d'être accompagnés, d'avoir d'autres types de relations et d'appartenir à des réseaux. Et puis, autre élément également important, on est dans une école d'informatique, tout ça repose sur des systèmes d'information donc extrêmement conséquents. Alors, plutôt que de développer en détail tout ce que serait cette école du futur, je vais plutôt vous présenter un petit film qu'on a fait également à l'occasion de la sortie donc, de ce livre, qui traduit un petit peu ce que sera cette école du futur, cette école de demain. Alors, on m'a dit d'attendre parce que je crois que c'est derrière l'écran où il lance le film. Suspense. Voilà. Voici Morgane, 21 ans, étudiante à Grenoble École de Management. Depuis quelque temps, Morgane entend beaucoup parler de l'école du futur. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ce sont des robots qui vont faire les cours? D'ailleurs, y aura-t-il toujours des salles de classe? Est-ce qu'on va se retrouver avec des puces intégrées dans le cerveau? Non, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qui va changer pour elle? La pédagogie ne disparaîtra pas, au contraire. Elle sera personnalisée, basée sur la transmission des connaissances, des compétences et des savoir-être. Dans l'école du futur, place à la multipédagogie avec ses outils adaptés et de nombreux services associés. Les MOOC pour l'apprentissage tout au long de la vie.
Le social learning, où Morgane apprendra aussi les autres étudiants. La certification. La gamification, pour motiver et évaluer. Les classes inversées, où Morgane pourra mettre en application les connaissances qu'elle a acquises. Les jeux sérieux, mais aussi le mobile learning, pour apprendre partout. Et le learning by doing, pour expérimenter. Les salles de classe ne vont pas non plus disparaître, mais elles ne seront plus le seul lieu d'apprentissage. Morgane pourra apprendre ici ou là, ou bien là et là, et même là-bas. Mais que va-t-elle apprendre au juste? Du management, de la finance et du marketing, bien sûr, mais aussi de la géopolitique, du design, de l'architecture, du théâtre, des langages informatiques. Bref, des disciplines variées qui lui serviront à être opérationnel, évoluer horizontalement et verticalement dans son entreprise, ne pas être surprise, être critique, apprendre et développer sa mobilité et son autonomie. Ce qui va changer aussi, c'est la manière dont Morgane apprendra. En coopérant, en jouant, en expérimentant, en travaillant à distance et en créant ses propres cours. Mais à quoi ressemblera-t-elle cette école du futur? On peut imaginer que la salle de classe traditionnelle sera peu à peu remplacée par de nouveaux lieux de vie et d'études, pour favoriser l'apprentissage sous toutes ses formes, traditionnelles, informelles, sociales, mais surtout pratiques et collaboratifs. Il y aura des salles d'enseignement à distance, d'autres pour le travail collaboratif, ou encore certaines équipées des dernières technologies. Un Fab Lab pour apprendre à créer, des salles de créativité où l'on pourra s'exprimer sur les murs, des lieux pour débattre, mais aussi pour résoudre les problèmes quotidiens de Morgane. Bref, beaucoup de technologies et de services. Mais c'est avant tout l'organisation, la vision, les hommes et les femmes qui feront la différence. Morgane utilisera aussi de plus en plus les outils qui sont déjà à sa disposition. Les blogs, le crowdsourcing, les tableaux interactifs, les imprimantes 3D, les MOOC, les applications éducatives et son cartable numérique. Mais elle aura aussi besoin d'un Learning Management System, une plateforme pédagogique qui sera le noyau central des apprentissages. Un tableau de bord unique pour suivre toute la scolarité de Morgane, ce qu'elle a fait, où elle en est, ce sur quoi elle doit progresser. D'un environnement d'apprentissage personnel pour gérer les apprentissages à son rythme. Un outil intelligent, mobile et avant tout personnalisé. Grâce à toutes ces innovations, l'école du futur préparera encore mieux Morgane à sa vie professionnelle. Et Grenoble École de Management, précurseur dans ce domaine, sera là pour l'accompagner. Donc voilà rapidement un petit peu ce que sera cette école du futur. Vous l'avez vu, il y aura peut-être des salles comme ici, qui seront des salles de débat, des salles de créativité, des salles d'échange, mais il y aura bien évidemment une multiplication de salles de cours avec différents objectifs pédagogiques. Alors concrètement, quelles en sont les conséquences pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur? Première conséquence importante, ça va être la définition de ma mission. Toutes les écoles ou toutes les institutions d'enseignement supérieur ne pourront pas tout faire et donc elles devront avoir une stratégie, une mission en disant moi je suis là pour de l'apprentissage dans un seul domaine, pour d'autres dans de la certification, dans d'autres dans de l'accompagnement, dans d'autres peut-être pour des aspects complets qui iront de la recherche à la certification, mais un élément important, il y aura besoin donc d'une mission extrêmement précise et de dire voilà à quoi je sers, voilà quelle est ma valeur ajoutée et quels sont mes impacts et mes différentes contributions au niveau de la société. Deuxième conséquence importante, ce sera la multiplicité des situations d'apprentissage. L'école du futur, ça ne sera pas un dogme avec une pédagogie, non. Ça sera une multitude de challenges pour les étudiants. Ils seront stimulés intellectuellement en permanence avec des pédagogies différentes, un petit peu comme un interne de médecine ou en chirurgie. Quand il rentre le matin, il ne sait pas s'il va faire de l'appendicite, de la chirurgie cardiaque ou de la bobologie. Quoi que l'on sera, il fera un petit peu tout. L'étudiant, dans les années à venir, ça sera ça. Il sera en permanence stimulé avec des pédagogies qui seront adaptées. Et puis, à chaque fois, on pourra valoriser ce qu'il a fait et certifier sous forme de compétences. Troisième conséquence importante de cette école du futur, c'est une très bonne nouvelle. L'école du futur va marquer le grand retour de la pédagogie. Tous ces outils qui sont en train de se développer, tout ce qui se passe, c'est absolument fabuleux. Mais s'il n'y a pas un prof au milieu qui est capable de scénariser un petit peu son cours, c'est foutu. Et donc, il va falloir maintenant que les profs raisonnent en termes de pédagogie et de se dire quel est mon message, quel est le message que je dois faire passer, quel est l'objectif donc du cours, les compétences, et par rapport à ça, quelles sont là où les pédagogies les plus adaptées.
très souvent, je prends la comparaison du prof du futur avec celui du rédacteur en chef du journal de 20 heures. Il a un laps de temps, il a différents messages à faire passer et il varie les différents médias pour le faire passer. De temps en temps, c'est du commentaire. Dans d'autres, c'est de l'interview. Dans d'autres cas, c'est du reportage. Dans d'autres cas, c'est des interventions d'experts. Ben, ça sera ça, le prof du futur. Il devra donc scénariser son cours en permanence et de dire, ben voilà un petit peu ce que j'attends des élèves, quasiment, alors peut-être pas minute par minute, mais par tranche de 5 à 10 minutes, et en disant, ben voilà un petit peu ce qu'ils font, voilà la pédagogie, et voilà les services qui sont accompagnés. Dans les services qui sont accompagnés, il y a tout ce qu'il y a avant le cours, pendant le cours, après le cours, et puis après le cours, parce que ben, chaque étudiant étant autonome, certains voudront peut-être aller encore plus loin, et il devra être en mesure de leur permettre d'aller le plus loin possible. Puis, ben, dernier élément, tout ça va nécessiter une grande réflexion, à la fois sur les espaces pédagogiques. L'école du futur, ça ne sera pas comme un aménagement d'hôpital ou de monastère avec un couloir central et des cellules ou des chambres de part et d'autre, même si on a des salles qui sont de taille différente. Non, ça sera des salles qui seront ou des espaces qui seront réservés à certaines opérations pédagogiques, dans d'autres sur la réflexion, dans d'autres peut-être sur du social. Il faudra réfléchir en termes d'organisation et ça suppose donc derrière des systèmes d'information extrêmement puissants qui permettront à la fois de gérer du volume, parce que nous aurons de plus en plus d'étudiants, pas forcément sur tous les sites, tout en gérant de l'individuel et de faire en sorte que l'étudiant X, on puisse avoir, comme vous l'avez vu dans le film, des tableaux de bord qui nous permettent de voir un petit peu où il en est dans ses apprentissages, les éléments sur lesquels il a bloqué, des informations sur sa scolarité. Et donc, il faudra des systèmes d'information, encore une fois, extrêmement pertinents, extrêmement puissants, qui permettent de délivrer donc du service. Un élément important, vous l'avez vu, le numérique et la technologie seront des éléments importants de l'école du futur, mais ils ne sont pas des finalités, ils seront des moyens. Encore une fois, tout va reposer donc sur des profs qui seront capables de scénariser, capables d'écrire donc des cours. Ça, on va dire, ce sont les conséquences d'ordre général. Et oui, et puis donc les systèmes d'information, je viens d'en parler. Deuxième niveau de conséquence, pour nous, Grenoble École de Management, voilà un petit peu ce que l'on a commencé à mettre en place dans cette école du futur. Le premier, c'est de se dire, on va passer d'un stade de business school à un statut de school for business, je vous l'ai dit. L'importance de la mission, l'importance de l'impact et de dire à quoi je sers dans cette société, quelle est ma contribution, quelle est ma valeur ajoutée, quels sont mes différents stakeholders et quelle est ma contribution pour chacun d'eux. Et donc, pour nous, en termes d'action, on a créé un Serious Game Lab, donc, qui est une salle dans laquelle nous fabriquons et aidons les entreprises ou des écoles ou des universités à fabriquer donc, des serious games, pour l'instant plutôt en forme physique et puis dans quelques temps donc, sous forme numérique, parce que les serious games sont un des éléments donc, d'apprentissage. On a également créé pour nos étudiants du parcours Grande École un parcours Ulysse, c'est-à-dire que nous avons totalement changé la pédagogie au lieu d'avoir des programmes très classiques avec une unité de promo, de temps et de lieu. Et les étudiants commencent par des stages, ont de l'analyse critique, rencontrent des philosophes. Tout a été bousculé. À la fin, ils ont la même chose, mais ils l'auront vu de manière différente. Nous avons également des soutenances sous forme de pièces de théâtre, là aussi pour nos étudiants, plutôt que d'avoir des soutenances très classiques, l'entreprise, de ma mission, 3 ce que j'ai appris, donc il devient très banal et très bateau. Et on offre à nos étudiants la possibilité de faire des soutenances sous forme de pièces de théâtre. Ils se mettent à plusieurs, ils arrivent à définir donc les problématiques qu'ils ont vécues, ils y réfléchissent, et ensuite ils viennent présenter, et ils sont à la fois jugés sur le fond et sur la forme. Autre aspect, c'est un MOOC pensée globale en matière de géopolitique qui va commencer le 12 mai, donc vous pouvez encore vous inscrire donc, si vous souhaitez donc, le suivre. Et puis parce que je parlais de cette analyse critique, il faut bien savoir que notre mission, à nous en tant qu'établissement, elle est sur 3 niveaux. La première, c'est rendre opérationnels nos étudiants, il faut qu'à la fin ils aient un métier. On pourrait dire ça c'est communément admis, il n'y a pas de souci. Deuxième élément, et ça change un petit peu, il faut que nous les aidions à pouvoir évoluer horizontalement et verticalement. Nos étudiants vont partir pour 40 ans ou 50 ans de vie professionnelle, ils n'auront peut-être même pas de retraite, et donc ils vont forcément évoluer dans des entreprises, et il faut qu'en permanence, ils soient capables de rebondir. Et puis, troisième élément encore plus important, et on va dire encore plus aigu avec la crise de 2007, nos étudiants vont affronter des situations que nous ne connaissons même pas à l'heure actuelle.
La technologie va de plus en plus vite, le monde se split de plus en plus vite, il y a chaque jour des événements nouveaux, personne, mais absolument personne, n'aurait pu prévoir ces événements, donc nos étudiants vont rencontrer ces événements ou d'autres types d'événements dans les années à venir. Il faut donc tout simplement, et c'était indiqué dans le film, il faut leur apprendre à ne pas être surpris. Et leur apprendre à ne pas être surpris, c'est d'avoir de l'esprit critique, d'avoir des méthodologies, d'avoir de la culture générale. Et donc ça tombe bien parce qu'on a décidé de fortement aller dans le domaine de la géopolitique, que nous avons défini comme la culture générale du monde moderne, qui est un élément de compréhension, de culture générale, là encore une fois, pour ne pas être pris au dépourvu quand il y a des nouvelles situations qui vont arriver. Et donc là, on fait, donc, outre les cours, un festival de géopolitique qui permet à tous les étudiants d'avoir différents points de vue dans tous les domaines et à partir de ça, de se faire leur propre grille d'analyse. Voilà un petit peu ce qu'est ma vision de l'école du futur. Vous le voyez, des choses absolument fabuleuses. En tant que je suis un ancien prof, quand je vois les différentes possibilités d'optimisation des cours, je trouve ça fantastique. Il n'y a quasiment plus aucune limite dans les cours. Mais bien évidemment, ça ne pourra se faire que s'il y a une stratégie, des moyens, une direction et, encore une fois, de la pédagogie à la base. Merci de m'avoir écouté. On a un timing très serré ce matin, donc je vous propose d'écouter maintenant Patrick Moll. Patrick Moll, vous êtes directeur général de France Business School. Je vous passe la parole. Évidemment, on aura une table ronde en fin de matinée qui nous permettra de répondre aux questions, de rebondir sur les interventions, mais je vous propose d'abord de laisser la parole au speaker. Merci, bonjour à tous. Ravi de venir partager quelques réflexions avec vous sur cette thématique, comme le disait Jean-François tout à l'heure, qui est brûlante, d'actualité, passionnante. Alors, je suis 100% en phase avec ce qui vient d'être dit. Je vais essayer d'apporter 2-3 éléments supplémentaires. Peut-être petite différence que j'aurais peut-être avec Jean-François dans son approche, c'est que en l'écoutant, j'ai l'impression qu'on est dans un processus d'évolution et qu'à partir de nos établissements, nous allons tranquillement, en intégrant un certain nombre de choses, évoluer. Moi, je pense qu'à côté de cette évolution d'un certain nombre d'acteurs, on va vivre une véritable révolution, c'est-à-dire avec l'apparition dans l'éducation d'acteurs qui n'existent pas aujourd'hui et qui vont jouer des rôles aussi importants que les acteurs existants à aujourd'hui, et avec des remises en cause assez fondamentales d'un certain nombre de modèles. Donc, je pense qu'il y a une rupture plus importante qui se prépare, mais qu'on sent dans un certain nombre de propos. Alors, je lisais dans l'Express, je suis désolé, il n'y a pas très longtemps, une interview d'un grand entrepreneur, grand influenceur, penseur, qui s'appelle Sam Pitroda, qui disait entre autres « Tout ce que nous faisons aujourd'hui est obsolète ». Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de réalité. On voit que depuis quelques années, nos modèles de référence sont en train d'être battus en brèche. Et puis, il y a une autre phrase qui m'interpellait dans son interview. Il disait « Nos leaders ne regardent pas le futur. En face, ils en ont peur. » Et là aussi, je me dis « Mais c'est vrai. » Dans ce que je vois, parce que les leaders actuels, qu'ils soient les leaders politiques, beaucoup de leaders économiques, beaucoup de leaders éducatifs, beaucoup d'autres types de leaders, ont du mal aujourd'hui à imaginer rendre accessible le futur. Et c'est vrai que ce monde qui est sous nos yeux, c'est un monde qui est en train de se repenser, se redessiner complètement. C'est un monde qui est bouleversé, qui vit des chocs successifs liés aux innovations technologiques, et ce n'est pas terminé. C'est vrai qu'on va vivre des problématiques au niveau de l'espèce humaine. On va être confronté à des défis auxquels l'espèce humaine n'a jamais été confrontée depuis son origine. C'est un monde qui est devenu beaucoup plus multipolaire, avec l'émergence de puissances aujourd'hui et de puissances d'avenir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup de l'Inde, on parle un petit peu moins du Brésil, mais demain, on parlera de l'Afrique, qui est le seul continent qui est en train de se régénérer, qui est en train de rajeunir dans le monde.
C'est un monde de défis aussi qui s'ouvre à nous, comme je l'ai dit, le premier étant celui de la démographie, avec 2 milliards d'habitants attendus sur cette planète d'ici 30-35 ans, c'est-à-dire l'équivalent de la Chine et de l'Inde, 2 milliards qu'il va falloir nourrir, en plus, qu'il va falloir proposer de la valeur, des jobs, de l'activité, qui, pour les leaders qui sont ceux qui créent cette activité, pose un certain nombre de défis. Et justement, c'est là que nous intervenons. L'éducation. Ça sert à quoi l'éducation? L'éducation, ça sert à préparer l'espèce humaine au monde d'aujourd'hui, mais surtout au monde de demain. Et les grandes écoles, puisque ma mathématique est censée se centrer un tout petit peu plus sur les grandes écoles, les grandes écoles, c'est censé préparer les leaders de demain. Et avec une difficulté à aujourd'hui, qui est ces gens que nous sortons en 2014, en 2034, ce seront normalement les leaders du monde, à leur place, dans les organisations, en situation politique ou autre. Et donc il faut qu'on les arme aujourd'hui pour qu'ils soient capables, lorsqu'ils seront en position de leadership, d'appréhender le monde tel qu'il sera et de créer la valeur économique, sociale et sociétale qui sera de leur responsabilité. Donc c'est un énorme défi pour l'éducation. L'éducation, ce n'est pas former des gens pour qu'ils trouvent un job à la sortie. Ça, c'est le minimum que l'on puisse faire. C'est préparer des gens pour tout au long de la vie, on ne pèse pas suffisamment ce que ça veut dire tout au long de la vie, être capable de continuer à s'entretenir et à être aux affaires au sens premier du terme, c'est-à-dire être capable à être créatif et créateur de richesse. Donc, cette éducation, elle est en train de vivre, où elle démarre une révolution. Et je n'ai pas peur du mot, elle démarre une révolution qui, pour moi, est poussée alors, dans une vision optimiste des choses qui est plutôt la mienne, par 3 facteurs, par 3 drivers. Pour ceux qui sont plutôt en résistance, sous l'effet de 3 chocs. Le premier choc, je ne reviens pas dessus, Jean-François on a largement parlé, c'est la technologie. Nous sommes dans un monde de technologie, nous sommes dans un monde du numérique. On ne mesure pas, le citoyen ne mesure pas encore suffisamment l'impact, et beaucoup de dirigeants, l'impact du numérique et de la technologie dans la vie quotidienne, dans la transformation des industries, qu'apprendre ce qui s'est passé dans votre métier, qui est celui de la presse, qui se passe dans l'ensemble des métiers de service, pour s'apercevoir que cette technologie, elle a bouleversé les business models, elle a bouleversé les pratiques, elle a fait apparaître de nouveaux acteurs, elle a fait disparaître des acteurs traditionnels et des marques traditionnelles. J'entendais une marque mondiale qui s'appelle IBM, dans un séminaire qu'on organisait pour l'ensemble de nos 4 dirigeants au sein de l'école, il y a un mois, dire dans 10 ans, nous ne sommes pas sûrs qu'IBM existera encore. En tout cas, nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'IBM existera, mais dans un autre modèle que celui qui est aujourd'hui. C'est IBM, c'est pas la start-up française, c'est pas la PME française. Donc, la technologie bouleverse, elle a peu affecté l'éducation jusqu'à présent. Il n'y a pas de raison, elle va arriver naturellement à bouleverser l'éducation. Surtout sous l'effet de 2 autres drivers. Parce que la technologie, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Les 2 autres drivers, c'est la génération. Mais pas celle qui est là encore en place, et qui arrive, et qui est déjà, on a tout dit, la Y, puis la Z, puis la C, etc. Non, ceux qui arrivent et qui aujourd'hui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui sont nés et vont vivre dans un écosystème qui est totalement différent de l'écosystème dans lequel nous sommes nés, enfin en étage différent dans cette salle, très différent, mais auquel ceux qui sont nés il n'y a pas très très longtemps et sont en âge d'être adolescents ou adultes, jeunes adultes aujourd'hui, sont nés. Moi j'ai la chance d'avoir 4 filles et puis 2 petites filles. Je suis un mec à filles, donc ma première petite fille qui a 2 ans et demi, c'est impressionnant la manière dont elle raisonne, comment fonctionne son cerveau par rapport à sa mère qui est ma première fille. C'est impressionnant. Donc ceux-là vont nous arriver demain. Et nous, on doit anticiper tout ça. Ils vont nous arriver parce qu'ils ne pensent plus comme nous, ils ne fonctionnent plus comme nous pouvons fonctionner. Et nous, ça veut dire, certes, les dirigeants d'établissement, mais ça veut dire surtout et en premier lieu, ceux qui sont confrontés à tout ça, que sont les professeurs. Donc, la génération, le client, entre guillemets, l'apprenant, va nous obliger à changer les choses. Il va nous pousser. Et le 3e driver, c'est le financement.
c'est le modèle économique. Jean-François n'en a pas parlé dans son propos. Pour moi, c'est un élément majeur. Les sources habituelles de revenus des institutions d'éducation dans le monde sont en chute libre. Partout. Soit aux États-Unis, soit en France, n'en parlons pas, que ce soit dans les écoles de type école de commerce consulaire, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les pays émergents, chute libre. C'est aussi, et ça a été évoqué, c'est aussi de plus en plus pour l'étudiant et pour les parents qui investissent, le retour sur investissement. Tant que l'on était dans les glorieuses, qu'on formait et qu'on payait cher des études, et que ces études débouchaient sur de l'emploi immédiat, et qui plus est sur des salaires qui évoluaient dans le temps, et confortables, avec une notion de carrière derrière ça, ben, tout ça, on ne se posait pas la question. Le jour où, même dans les établissements les plus prestigieux, américains et européens, où on paye cher des études et où on n'est pas sûr de trouver un emploi, où on n'est pas sûr de trouver l'emploi qu'on veut et on n'est pas sûr d'avoir le salaire qu'on veut, eh bien, on remet en cause l'investissement qu'on fait dans l'éducation. Troisièmement, ça, c'est le mal de l'éducation aujourd'hui, et c'est le mal de nos écoles, ce sont nos coûts de production. Il va falloir considérablement repenser nos modèles de production, et nous produisons aujourd'hui beaucoup trop cher. On peut raisonner en termes de coût à l'étudiant ou de coût à l'heure, beaucoup trop cher. Et pour comprendre ce modèle, une institution d'enseignement, une entreprise d'éducation, c'est un peu comme un transporteur, ou c'est un peu comme une société de conseil. Un transporteur, qu'il soit aérien ou routier, il gagne de l'argent quand ses camions sont remplis avec des chauffeurs et de la marchandise ou des passagers. Monsieur Air France, il n'est pas content quand ses avions restent trop longtemps au sol. Société de conseil, son modèle, il repose sur le taux de charge, c'est-à-dire le nombre d'heures, de jours que je facture mon consultant à un client. Bien, dans nos écoles, et qui plus est au cours des dernières années, nous facturons, entre guillemets, et je suis volontairement provocateur, nous facturons de moins en moins le professeur, qui fait de moins en moins d'heures de pédagogie à aujourd'hui, et qui représente 15-20% de son temps. Alors il fait d'autres choses, bien évidemment, mais il n'est pas en contact avec la production directe. Donc ces coûts de production sont très élevés. Hein. Une année d'enseignement supérieur en France, à produire, quel que soit l'endroit où vous êtes, c'est entre 15 et 20 000 euros. 15 et 20 000 euros. Et le client ne paye pas 15 et 20 000 euros. Donc vous voyez aussi l'effet modèle économique. Et puis enfin, je dirais les prix. Il y a une inflation des prix de l'éducation dans le monde liée à cette montée des coûts de production en particulier, des profs de plus en plus chers, des équipements technologiques en particulier, des profs qui enseignent de moins en moins sous l'effet de la recherche. Eh bien, ces coûts ont augmenté. C'est vrai aux États-Unis, tous les rapports le montrent. Il y a même des actions du président Obama dans ce sens-là. C'est vrai en France également, où le coût de l'enseignement pour les ménages a monté d'un indice d'à peu près 35 en 2014 par rapport à 2006. C'est à peu près avec la protection sociale, avec l'énergie, l'eau, le logement et puis l'entretien automobile, les dépenses des ménages qui ont augmenté le plus. Donc il y a un vrai défi pour l'éducation que de changer ces modes de financement. Et ça va obliger à changer et à repenser les systèmes de production et repenser, grâce à la technologie, sous l'impulsion de nos étudiants, à repenser la manière dont nous fonctionnons, pour aller dans un dispositif qui est très proche, auquel j'adhère, de ce qu'a évoqué tout à l'heure notre ami Jean-François. Alors, face à cela, quelle question cela pose aux grandes écoles françaises? Eh bien, moi, je dirais, alors, je suis un peu provocateur, hein, mais en même temps, je le pense, donc autant de le dire. Les grandes écoles françaises, c'est un modèle qui a été pensé pour hier. C'est un modèle qui a été pensé pour hier et qui est basé sur différents éléments. Je vais en prendre un par exemple. Le modèle de la grande école, c'est un modèle tourné vers la grande entreprise. C'est un modèle où on produit des cadres supérieurs pour des grandes entreprises, où on vend un niveau de salaire et une carrière à un étudiant, qui s'organise derrière avec des réseaux d'anciens, qui s'organise y compris au sein des entreprises et des grandes entreprises. La PME ne sert pas
dans les grandes écoles, la PME française. L'entrepreneur, très peu, en tout cas pas à la sortie. Et l'entrepreneur commence à arriver dans les grandes écoles françaises, mais il n'a pas franchement la cote aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la problématique pour une grande école, pour n'importe quelle institution d'enseignement, c'est d'apprendre à ses étudiants à créer son emploi. Demain, créer son emploi, c'est un gros mot en France, créer son emploi, et c'est l'apprendre aussi à développer sa propre marque, sa marque personnelle, qui fera de lui quelqu'un qui, demain, n'envoiera plus de CV. Il y a une jeune diplômée de France Business School qui est dans cette salle et qui travaille avec nous aujourd'hui, avec qui je déjeunais l'autre jour, et qui me disait « Je sais que je n'enverrai jamais de CV de ma vie. Je sais que j'enverrai jamais de CV de ma vie parce que j'ai développé une marque personnelle, je suis présente, j'existe, on sait, et on viendra à moi pour tout ça. » Et ça, c'est la logique. Et moi, quand je regarde mes enfants, quand je regarde les étudiants aujourd'hui, c'est un peu la logique dans laquelle ils vont. Donc, il faut qu'on s'interroge dans les grandes écoles sur cet aspect-là. Deuxième élément qui nous interpelle aujourd'hui, et c'est plus sur la question du leader dont on a besoin pour demain que sur le modèle éducatif, c'est la question des profils des étudiants que nous recrutons. La diversité de ces étudiants-là. Bon, je ne vais pas revenir sur la critique générale, ce n'est pas vrai dans toutes les écoles, mais c'est vrai en tout cas pour les plus grandes des écoles. Quand vous regardez une grande école de commerce française, 3 lettres, qui est située dans la banlieue sud de Paris, et que vous regardez l'origine des étudiants, comptez le nombre de classes préparatoires desquelles viennent ces étudiants-là. Donc, interrogez-vous ensuite sur la diversité dans la salle de classe, sur la capacité à penser en rupture, sur la capacité à remettre en cause des modèles. Parce que dans ces classes préparatoires-là, vous pouvez retracer la filière également et voir que ces enfants-là viennent de certains types de familles, de certains types de régions, etc. etc. Voilà, donc cette diversité, cette recherche de diversité, elle est clé pour former le leader de demain dans nos grandes écoles, et se pose naturellement la question des critères de sélection. Il y a une question de diversité, il y a une question de critères de sélection. Est-ce que les critères sur lesquels nous recrutons aujourd'hui, fortement basés sur les mathématiques et sur l'écrit, dans la plupart des écoles, et sont les meilleurs critères pour former à l'agilité dont vont avoir besoin les étudiants, les cadres de demain. Troisième question qui se pose pour les grandes écoles, on le vit de plein fouet, je l'ai évoqué, c'est le modèle de production avec des silos de programmes qui sont constitués comme s'ils étaient indépendants les uns des autres, qui ont des incidences sur les coûts, qui génèrent aussi une espèce de consanguinité dans les programmes, et donc le modèle économique. Quatrième point. Et là je voudrais être un tout petit peu plus en rupture par rapport à Jean-François tout à l'heure, le métier de prof. Pour moi, le métier de prof, il ne va pas évoluer. Il va totalement changer. Totalement changer. Une révolution est en train d'attendre les professeurs aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tous les professeurs en place aujourd'hui vont être capables d'embrasser cette révolution. Ce qui s'est passé il y a 10-15 ans avec l'arrivée de la recherche, en particulier dans les disciplines de gestion, c'est une petite évolution. Mais ça a eu un effet. Je suis pour la recherche, je suis pour le développement de la connaissance. Simplement, on en a fait quelque chose d'outrancier, et comme le dit le proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Au lieu de regarder la connaissance comme étant quelque chose vers laquelle on devait aller et chercher, on s'est focalisé sur ce qui est la publication et mesurer la publication et non pas l'utilité de la connaissance. Donc le métier de prof va changer. L'étudiant ne veut plus un prof qui lui transmet le savoir, il ne veut plus un prof qui ne l'écoute pas, il veut un prof disponible à côté. Le face-à-face pédagogique disparaît au profit du côte-à-côte pédagogique, du mentor qui m'aide à travailler sur mon projet. Je n'ai pas beaucoup le temps, donc, mais voilà, c'est l'esprit d'évolution, le social learning, etc. On me coupe le micro. Voilà, la censure dans cette école. Hein, voilà. Donc, c'est un signe. Je voulais dire que je rejoignais aussi l'idée du rédacteur en chef ou de l'architecte multimédia sur lequel va devoir travailler le prof. Bon, des évolutions aussi dans les programmes. On peut se poser la question, compte tenu aujourd'hui quand je dis que nous sommes dans des modèles du passé, est-ce qu'il faudra vraiment 5 ans demain pour former un master, un étudiant, compte tenu de ses modes d'apprentissage, de la rapidité avec laquelle il apprend et de l'évolution des méthodes? Est-ce qu'il faudra 5 ans? Est-ce que 5 ans, c'est vraiment utile? Voilà des questions qu'il faudra se remettre en cause. Plus de transversalité. Ça a été évoqué. Pour former les leaders de demain, il faut
de la culture scientifique, il faut de la géopolitique, il faut des sciences sociales pour comprendre le monde, il faut de la pensée design, etc. Et puis, pour conclure, parce que le temps presse, je dirais quel est le défi pour les écoles, les grandes écoles en particulier, si on veut pouvoir évoluer. Il y a pour moi trois défis. Le premier, c'est le plus lourd, c'est le plus énorme, celui auquel on est confronté. C'est de faire changer, avant de changer nous-mêmes, pour qu'on puisse changer nous-mêmes, il faut faire changer notre environnement institutionnel. Cet environnement institutionnel dans nos établissements d'enseignement supérieur, c'est d'abord les lois, qui sont contraignantes et qui ne sont pas forcément en ligne avec tout ce qu'on vient de dire. Ce sont nos systèmes d'accréditation, qui sont extrêmement normatifs à aujourd'hui, et qui, pour moi, utilisent des critères qui sont des critères du passé. Lorsque l'on mesure les heures d'enseignement, c'est-à-dire les heures dans la salle de classe d'un professeur, et qu'on en fait un critère de management ou un critère d'évaluation d'une école, lorsque l'on mesure le nombre de publications dans un certain nombre de revues, lorsque l'on mesure le nombre de professeurs permanents à plus de 4 jours par semaine dans une institution, c'est un modèle de production du passé. Pourquoi ne pourrait-on pas produire de la connaissance, produire et développer des personnes avec des équipes de mentors et de professeurs qui seraient à temps beaucoup plus partiel et qui viendraient apporter leur contribution? Faut-il être propriétaire de ces murs, de ces ressources, de ces technologies pour produire de la qualité? Dans toutes les autres industries, on a démontré que non. Dans l'éducation, on continue à fonctionner sur une logique de propriétaire. C'est vrai aussi avec les notions de taux d'encadrement, et j'en passe et des meilleurs. Donc revoir les systèmes d'accréditation. Les classements, chers journalistes. Les classements, vous reproduisez le modèle existant. Vous reproduisez le modèle existant en prenant les critères d'accréditation et en mesurant plutôt les moyens que l'impact. Vous êtes aussi très basé sur des critères qui ne sont plus discriminants, comme le salaire à la sortie, qui ne sont plus la logique pour laquelle on fait de l'éducation. Et enfin, les recruteurs aussi ont leur part de responsabilité, avec leur présentation au sein des grandes entreprises en particulier de ce que doit être un cadre sortant d'école A ou d'école B ou d'école C, avec leur lot de différences de salaire à la sortie. Donc c'est ce système qui aujourd'hui empêche l'évolution véritable, la révolution en France de l'éducation, et il faut y travailler. Deuxième défi, il faut que les grandes écoles s'ouvrent en bloc. Il faut qu'elles s'ouvrent aux différences, et en particulier qu'elles acceptent des modèles alternatifs et qu'elles se rejoignent autour de clubs, autour de think tanks de modèles alternatifs, plutôt que d'unir uniquement ceux qui se ressemblent et d'être dans une position qui est une position défensive d'un modèle qui est un modèle qui a marché, mais qui, s'il veut continuer à marcher, va devoir évoluer de manière drastique. Et enfin, plutôt que d'afficher un nombre dans nos établissements, enfin dans nos systèmes éducatifs, un nombre de principes extrêmement normatifs, moi j'inviterais les universités et les écoles et les systèmes à plutôt travailler autour d'une vision de ce que doit être le leader de demain, une vision du monde, une vision de l'éducation, et puis d'encadrer ça par un socle de valeurs. Et je pense que ça nous rendrait tous beaucoup plus ouverts à l'évolution qui va se préparer. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je rebondis sur ce que vous avez dit, simplement pour élargir la discussion, mais ce que vous décrivez dans les évolutions de l'enseignement supérieur et des grandes écoles, c'est exactement la question qu'on se pose dans la presse en ce moment. Évolution du modèle économique, évolution du lectorat, qui a d'autres habitudes, d'autres modes de pensée, transversalité, horizontalité versus verticalité. Voilà, c'est toutes des problématiques que nous connaissons également et que vivent les journalistes qui arrivent et qui sont des étudiants. Donc voilà, on trouve un pont. Je vais laisser la parole à Sophie Penn. Venez nous rejoindre. Vous êtes professeure à l'université Paris-Descartes et membre du Conseil national du numérique. Nous commencerons la table ronde à 11h. Donc je vous passe la parole maintenant. Dans 2 minutes alors. Un quart d'heure. Je vais être la plus courte possible et vous me surveillerez pour que ce soit le cas. Donc, je vais parler au fond d'un tout petit lieu dans l'université, ce qui se joue autour de l'équipe de François Tadei au CRI, au Centre de recherche interdisciplinaire, en essayant d'attirer votre attention sur un moment où l'université change.
en quelque sorte, c'est-à-dire de vous raconter comment ça se passe quand quelqu'un, en l'occurrence François Tadei, attire autour de lui, mobilise un écosystème qui n'est pas du tout 100% universitaire, et regardez un peu ce que ça donne. Alors, pédagogie par la recherche, je rebondis sur ce que les précédents intervenants ont dit, en particulier M. Fiorina. Effectivement, on peut passer là, vous pouvez avancer. C'est pas moi qui... Ah, c'est moi, voilà, j'ai pas vu que j'avais la main. Si j'ai... bon, ah oui, je suis à l'envers. Voilà. L'université a eu longtemps horreur de la pédagogie, vraiment. C'est-à-dire que l'université, je me souviens au début où j'étais maître de conférence, d'avoir lu dans une revue syndicale un trait ironique sur les missionnaires de la pédagogie qui infiltraient l'université. Il y avait quelque chose là-dedans qui était l'idée que l'université laissait au lycée, au petit cursus, le soin de porter un discours vers les étudiants. Et qu'à l'université, ce qui comptait, c'était l'arrière-plan de la recherche et que le cours magistral apportait au mieux, tendait en fait la Bible au peuple. Ce qui s'est passé, vous le savez bien, c'est que cette Bible a considérablement vieilli, qu'elle a été de moins en moins actuelle par rapport au processus même de recherche et que les étudiants, le travail des étudiants n'avait aucun statut. Et qu'il y avait donc une sorte de paradoxe insoutenable entre le mépris pour la pédagogie et le fait au fond que tout le cursus de l'étudiant reposait sur une vision très plate de l'exercice qui mesurait une performance plus qu'une compétence et qui n'ouvrait pas du tout à l'étudiant autre chose que la répétition. Et vous savez que le numérique est arrivé et que quand, dès le début des années 2000, parce que c'est pas du tout une histoire neuve, contrairement à ce qu'on dit maintenant dans le discours, y compris politique de l'enseignement supérieur, quand vers 2005, les ressources numériques ont afflué, des ressources low cost comme ça, d'enregistrement automatisé de cours, de diaporamas sonorisés, qui étaient très basiques, mais qui ont commencé à décaler le travail. Un exemple, en 2005, le professeur Pagonis à Grenoble met en ligne, d'abord sur DVD, il faut être honnête, ensuite en ligne, tous les cours de médecine de première année. Et que se passe-t-il? Ils annulent tous les cours magistraux, donc là on est en 2005, et ils constatent que les taux d'accès à la réussite au concours est modifié pour tous les étudiants qui ont travaillé collaborativement. Et que les indicateurs habituels de CSP des parents et autres sont battus en brèche par le travail collaboratif des étudiants même. Et il y a une sorte d'université parallèle qui commence à se construire à ce moment-là, avec tous les innovateurs, disons à peu près de 5 à 10% des enseignants-chercheurs, qui vont expérimenter tout un tas de choses. Puis il va y avoir un coup d'arrêt qui est donné par la profonde réforme des universités, qui va quand même mettre en avant les questions de gestion et d'organisation interne, et aussi ce qui a été rappelé tout à l'heure, l'urgence et l'exigence de la recherche, et on est resté comme ça un peu à l'arrêt. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Au fond, je dirais la suspension des cours. Ce qu'on a tous constaté dès ces années-là, c'est que le cours était en quelque sorte tombé de lui-même. Exactement comme au lycée, les profs qui font vraiment face au discours qu'ils portent se rendent compte que leur discours n'a plus le même prix, qui n'est pas la seule voie d'accès au contenu. Ça, vous le savez très bien. Simplement, on n'a pas vraiment réagi, on a un peu lutté contre l'ennui, on a vu arriver finalement un peu la même ambiance de décrocheur qu'au lycée. Et puis il y a des lieux comme le CRI, où au fond, tous les caractéristiques de la société numérique ont envahi la façon d'enseigner, et ont été plutôt accueillis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une logique d'expérimentation a gagné. C'est-à-dire qu'on a proposé aux étudiants des problèmes dont on n'avait pas nous-mêmes la solution. Et ils sont mis à travailler en milieu ouvert, éventuellement à partir de masses de données, sur des vraies questions de recherche. On a introduit aussi, comme ça a été très bien raconté tout à l'heure, l'idée du challenge, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans l'exercice mesuré de la répétition ou du creusement des arguments ou de la preuve de l'érudition, etc., etc. Il y a eu une dimension de jeu et de défi. Et j'appellerais pas ça la gamification parce que c'est plutôt l'émulation et le travail ensemble. Et l'idée qu'il y a une vraie production des étudiants qui vient aussi challenger ce que c'est le prof, puisque le prof, comme vous le savez, est challengé lui-même par les archives ouvertes, par la production scientifique du moment, par aussi le savoir vernaculaire, par Wikipédia, etc. Coopérer
considérer, bien sûr, les étudiants ne sont plus des gens qui apportent des preuves qu'ils ont travaillé solitairement, ils travaillent en groupe et ce sont des étudiants contributeurs dont la production a une vraie valeur, pour aller jusqu'à ce que fait par exemple Antoine Tally à Paris Descartes, enfin au CRI, où il pratique complètement la classe inversée, c'est-à-dire qu'il donne un template de cours à ses étudiants en génétique en première année, et les étudiants en groupe de 5 doivent pendant le semestre écrire 2 chapitres du livre qu'ils auraient aimé avoir à la rentrée. Si bien qu'au bout d'un semestre, il y a un manuel de génétique qui a été coécrit à partir d'un template très précis, où les étudiants savent qu'ils ont des définitions à affiner, qu'ils ont des vidéos à chercher ou à produire, qu'ils ont un certain nombre aussi de choses à discuter. Évaluer, on est dans une méthode scientifique, ce travail des étudiants, ils produisent eux-mêmes les indicateurs à partir desquels ils vont évaluer les amorces qu'ils ont fait. Et puis aussi, le prof ne se vit plus comme le leader unique et solitaire d'un discours scientifique. Il ouvre sa porte à des nouveaux intervenants, tous les autres coproducteurs. On est dans une université mondialisée où les étudiants eux-mêmes font la veille sur les meilleurs chercheurs du domaine, regardent leur agenda en général public, guettent des conférences qu'ils peuvent venir donner et les invitent eux-mêmes pour organiser eux-mêmes Alors, ce qui est au cœur de ça, alors là, je vais peut-être prendre les choses un peu différemment que vous, en disant justement que c'est la recherche finalement, c'est l'authenticité d'une recherche devenue la manne pédagogique qui a permis cette transformation-là. En tout cas, dans ce CRI, qui est un haut lieu de la recherche en biologie de synthèse, et où finalement, le modèle qui a été poussé, c'est de dire, puisque par exemple, on le sait, par exemple avec le modèle Piaget, qui défendait l'idée que l'apprentissage était un modèle adaptatif, ici on pourrait dire au CRI que à partir de l'analyse de la coopération cellulaire, moléculaire, bactérienne, etc., il y a l'idée que que le web serait une espèce de poussée évolutionniste et que l'université va suivre, et que ce modèle coopératif de la coproduction et de la contribution et de l'annotation des ressources déjà existantes, on va l'acter en considérant que le web nous a poussé à et en quelque sorte le rêve de la recherche d'une certaine façon, et qu'on est entré dans la société de la recherche, la société du questionnement, et que c'est finalement un vrai rêve de chercheur, et que de la maternelle à l'enseignement supérieur, ce qui anime l'entier de l'énergie universitaire, c'est la recherche, et que le prof de maternelle comme le prof du sup, il est poussé par le fait qu'il a devant lui un public de chercheurs. Alors évidemment, on fait un petit jeu de mots sur requêteur-chercheur. Chercher sur Google, c'est pas tout à fait faire une recherche, mais si on pousse la chose à son maximum, on est devant un public de questionneurs, de questionnement. Et c'est ça qu'on exploite, c'est cette énergie-là qu'on a mis en place, et c'est ça qui est pour nous le cœur de la société numérique. Donc, de ce fait, ce qu'on offre aux étudiants, c'est des dispositifs pour cette recherche-là, à partir de ces constats que je ne répète pas. Et qu'est-ce qui s'est passé au CRI? C'est qu'à partir de cette espèce de modèle né autour des sciences du vivant, ils se sont dit, ce modèle de l'apprentissage, par le challenge, par la classe inversée, par le questionnement étudiant, on peut le faire avec des élèves de maternelle et de primaire, on peut aussi le faire dans d'autres disciplines. Et ils sont en train de pousser l'entrée frontière du vivant vers frontière de la découverte, frontière de l'apprendre. Et c'est pourquoi on est en train de fabriquer un master qui s'appelle Foster, qui va être une sorte de lieu d'accueil et de réflexion et de construction épistémologique qui est en train de se jouer dans cette société de la recherche, où il y a l'idée que les points clés, ce serait l'open science et l'open source, parce qu'il y a un lien très fort pour nous entre l'architecture open source du web et la nécessité absolue que la science soit ouverte et pas simplement accessible, que dans la façon de construire l'innovation scientifique, il y a une science participative, une science citoyenne, puisque la science aujourd'hui est bientôt, en médecine c'est déjà le cas, mais ça va être dans toutes les disciplines, elle va se faire avec des milliers de participants, des centaines de milliers peut-être, puisque le crowdsourcing est en route et qui devient un opérateur de la recherche scientifique. Dans la technologie, bien sûr, ça a été excellemment montré, je ne le reprends pas, mais que tous nos étudiants doivent être technologues, qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des lettres, faire de l'archéologie, faire de la géographie, faire de la littérature, sans savoir ce que c'est qu'un programme, sans comprendre une pensée algorithmique, sans avoir un certain rapport aux machines. Donc il y a une refondation de la recherche
recherche elle-même qui est un peu la clé des stratégies numériques, où il ne s'agit pas d'uploader un vieux système en mettant des tablettes et des prises d'ordinateur. D'ailleurs, on ne sait pas du tout, on pense qu'on n'aura pas d'ordinateur bientôt, qu'on aura un amphi qui sera une espèce de gigantesque machine intelligente dont on ne sait rien. Donc nous voulons dans toutes les disciplines des étudiants technologues, et nous pensons que l'épistémologie même, l'architecture même de la recherche va s'en trouver transformée. Et tout ça, ça symboliserait ce qu'on appelle là éducation par la recherche. Dans notre, indépendamment du CRI, mais j'ai retrouvé ça au CRI de façon très très vivante, très socialement active, quand nous avons mené notre enquête au Conseil national du numérique sur éducation et numérique, on n'est pas sur l'enseignement supérieur, mais on a découvert un incroyable écosystème entrepreneurial, associatif, d'économie sociale et solidaire, qui nous a fait savoir, si nous ne l'avions pas encore vu, que la question de l'éducation était bouillante dans le monde, logique, vu ce que j'ai dit auparavant, cette société de la recherche et du questionnement, et qu'il y avait un tas d'acteurs qui, indépendamment de l'éducation, du système éducatif, s'étaient dit, la vraie question aujourd'hui, c'est comment les gens apprennent, avec l'idée qu'il y a des millions de gens dans le monde qui sont en âge d'apprendre et qui ne reçoivent pas, qui n'ont pas accès aux ressources. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de gens, on nous a dit 4 000 milliards de budget dans le monde pour l'éducation, 1,5 milliard de levée de fonds l'année dernière aux États-Unis, la conviction aux États-Unis que la prochaine pépite, la prochaine innovation start-up, elle sera dans le domaine de l'éducation. Donc on est aussi challengé par cet intérêt incroyable que la société civile, que l'entreprise, que les très jeunes innovateurs ont, avec l'idée, et je cite quelqu'un qui est dans la salle, Florence Rizzo, que les grands déséquilibres mondiaux ont un nœud, c'est l'inégalité dans l'éducation, et qu'en agissant sur l'éducation, on a une chance de pouvoir redonner une force, une vie comme ça aux grandes utopies dont on a absolument besoin si on veut sortir du monde qui court à sa mort. Et que, comme nous attendons aujourd'hui des étudiants, non seulement leaders, comme vous l'avez dit, mais moi je le traduis dans mon univers, créatifs, solidaires et réflexifs. Solidaires parce que, vu les coûts qu'on va se prendre avec les transformations de l'emploi, l'explosion de notre société de services, avec la montée de l'intelligence artificielle, la robotisation, la fin des métiers d'intermédiaires qui avaient une très forte valeur ajoutée pour nous, y compris l'enseignement, y compris les avocats, pas seulement les métiers de la supposée automatisation, la plus élémentaire, la fin des call centers, la fin d'un tas de choses qui vont transformer on a cru qu'on était assuré de cette économie de service pour un temps qui allait remplacer en quelque sorte l'industrie. Il y a de fortes hypothèses très couramment discutées aux États-Unis et pas du tout en France parce que c'est pas des très bonnes nouvelles. Si les gens ne sont pas très solidaires et si l'économie non marchande à forte valeur ajoutée ne se développe pas, et effectivement, nos étudiants doivent apprendre à créer des activités parce qu'ils n'auront peut-être pas d'emploi tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc tout ça, ça suppose que l'université offre des lieux où ces choses-là peuvent être discutées, où ces nouvelles façons d'apprendre peuvent être expérimentées dans un continuum complet avec l'école maternelle, l'école secondaire, etc. Et avec cet écosystème où en ce moment, on s'appuie tous sur des exemples comme l'école 42, comme Simplon, comme la Web Academy. Pourquoi ? Parce que justement, ça nous donne des modèles très œcuméniques, très ouverts de ce que nous voulons aussi offrir à nos étudiants. Sans concession, bien sûr, aussi sur la vocation même de l'université, qui reste un lieu où on publie, un lieu où on cherche ensemble, un lieu où on repousse les frontières des savoirs acquis et qui doit servir à tout le monde. Donc, l'université, si elle veut en quelque sorte être un peu, pas le chef d'orchestre, mais le lieu où peuvent se rencontrer ces nouveaux acteurs de l'éducation, réussir ces nouveaux objectifs de fondation, de refondation des façons de travailler, de penser, de chercher, etc. Il est bien évident qu'il y a un conseiller un conseiller à un niveau très très haut, nous demandait l'autre jour avec anxiété, est-ce que vous croyez que les MOOC vont diminuer les frais immobiliers des universités parce que l'argent part là-dedans? Alors on lui a dit non, on ne croit pas. Parce que dans notre expérience du numérique, jamais il y a eu autant de lieux de rendez-vous, d'événements, de choses qui coûtent cher. Quand on travaille dans le numérique, quand on travaille à distance dans une société extrêmement mondialisée, on a besoin de carrefours où se croiser, où se confronter aux choses. Et il y a 2 ans, quand les premiers Fab Labs universitaires sont arrivés dans les universités, on s'est dit, quoi, à quoi ça sert? Comme si c'était une espèce de snobisme, enfin d'un truc où les universités veulent être dans le coup et se sont fait un peu envahir par des hackers, tout ça.
Maintenant, on voit bien à quoi ça va servir. Plus les choses vont être loin, plus on va travailler à des nanodimensions avec des agents virtuels, plus on va avoir besoin de maqueter, de prototyper, de fabriquer des trucs, de regarder comment ça marche, d'apprendre le code, de fabriquer des objets connectés, de donner une tangibilité à des modèles mathématiques, numériques, etc. Donc on a besoin de Fab Lab, on a besoin de hackathons, on a besoin d'événements, on a besoin de défis, on a besoin de MOOC Camp, on a besoin, etc., etc. Et on prend à la société numérique qui vient créer ces rendez-vous dans l'université. Voilà. Et voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.